Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Panorama. Un numéro présenté et préparé en collaboration avec l'Écho Savoie-Mont-Blanc en la personne d'Éric Renovier. Salut Éric. Bonjour Emmanuel. Alors cette semaine, on va parler de Pâques. Il paraît que c'est dans l'air du temps. Et pour en parler beaucoup mieux que nous, on va commencer avec des invités de choix puisqu'on a la chance aujourd'hui d'accueillir Sophie Sesma. Bonjour Sophie. Bonjour Manu. Antiquaire, spécialiste en art et tradition populaire via ton site internet Objet d'hier. On va revenir avec toi dans quelques minutes un petit peu sur les origines de cette fête pascale et du chocolat. Et tu es appuyé de Marie-Claude Reissac. Bonjour. Bonjour. Responsable des archives municipales de la ville d'Annecy. Alors avec vous, on verra aussi l'ancrage territorial du chocolat au sein de notre Haute-Savoie et de notre belle ville d'Annecy. Mais avant cela, Eric, on va repartir vraiment à la genèse. Et oui, on part des origines. On est en pleine sortie de la semaine pascale. Aujourd'hui, c'est une semaine festive et familiale, mais c'est d'abord une fête religieuse qu'on célèbre depuis les débuts de la chrétienté et même avant. Sophie, expliquez-nous ça. Oui, tout à fait. Alors, vous avez raison. Aujourd'hui, là, on vient de terminer la semaine sainte. Vous savez que pendant le temps de carême, on mange maigre. Donc, qui dit qu'on mange maigre dit qu'on ne mange pas de viande, on ne mangeait pas d'œufs. Donc, ça va donner plein de traditions, et entre autres, la tradition des œufs de Pâques. En réalité, la tradition des œufs décorés qu'on peut s'offrir à Pâques, elle est beaucoup plus ancienne. Elle est attestée à partir du IIe siècle. Et on a même trouvé dans certaines tombes égyptiennes, on a trouvé des œufs d'autruche qui étaient décorés. Et là, on est 60 000 ans avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, cette tradition des œufs décorés, en fait, elle est beaucoup plus ancienne qu'on ne pourrait le croire. La tradition de fêter Pâques, elle date du IIe siècle. Là, on va commencer effectivement à s'échanger des petits présents, on va s'échanger des friandises, on va s'échanger des choses festives et délicieuses. Et puis finalement, avec le temps, on va arriver au XIXe siècle avec tout ce qu'on a nous, aujourd'hui. Est-ce que moi, en tant qu'antiquaire, je vous ai apporté donc tous ces moules, tous ces objets qui sont liés à la fête de Pâques et à cette histoire de Pâques qu'on a tous fêtée très récemment. Et vous nous parlez des œufs, mais pourquoi les œufs finalement ? Eh bien, vous savez que dans l'idée humaine, et ça date depuis très très longtemps, en fait, on pense que l'œuf est la base de tout. Dans la tradition finlandaise, on pense que le monde est né dans un œuf. Donc l'œuf, c'est la genèse de tout. Ce serait la genèse du monde, la genèse de l'homme, la genèse de plein de mythologies en réalité. Et donc, cet œuf, c'est la création. C'est le symbole de la création. Alors, comme je vous disais, on a eu, pendant le temps de carême, le temps de collecter tous ces œufs que nous n'avons pas pu manger, normalement. Alors ça, on est sur une tradition du XIXe siècle, et même avant. Et donc, pendant tout ce temps de carême, vos poules, si vous étiez paysan, Eric, vos poules ont continué de pondre, bien sûr, et vous allez vous retrouver avec une quantité assez impressionnante d'œufs que vous n'allez pas être en mesure de consommer vous-même. Et donc, vous allez décorer ces œufs. On décorait des œufs de plein de manières différentes. À la fois, on pouvait les tremper dans des bains de couleurs, de teintures, avec des couleurs naturelles, de l'oignon, de la betterave, de l'ortie, du lierre. Par exemple, le lierre et l'ortie, ça donnait des couleurs vertes. Et la betterave, bien sûr, une couleur légèrement rose et rouge. Quand vous coupez vos betteraves, vous voyez bien de quelle couleur sont vos doigts. C'était la même chose. Et donc, on avait cette habitude d'offrir aux gens, à nos amis, à nos voisins, des œufs qui étaient joliment décorés. Et puis, il faut savoir que, par exemple, pendant les 3 jours qui précèdent la fête de Pâques, et peut-être vous le savez, les cloches ne sonnent pas. Les cloches ne sonnent pas, mais pour autant, il y a beaucoup d'offices religieux qui sont célébrés. Par exemple, la célébration de la Passion, pendant laquelle on va raconter l'histoire en fait de la mort du Christ. Et donc, pour inviter l'ensemble des fidèles à la messe, on ne va pas pouvoir faire sonner les cloches parce que pendant ces 3 jours-là, on ne fait traditionnellement pas sonner les cloches. Donc les enfants de chœur vont passer avec des crécelles dans le village pour en fait solliciter les fidèles à venir à la messe. Mais il faut savoir que la crécelle, c'est ultra bruyant, c'est un instrument de musique, mais c'est très désagréable à entendre. Et du coup, ça a intrigué les gens qui se disaient, là, on a un office religieux, il faut qu'on y aille. Pour remercier les enfants de chœur qui avaient fait ce service, donc qui étaient passés à maintes reprises dans les rues du village avec leurs crécelles, les enfants de chœur
passaient le lundi de Pâques avec un panier et on leur offrait des œufs en guise de remerciement. Le curé aussi se voyait remettre une quantité assez importante d'œufs par ses fidèles. Et les cloches qui ne sonnent pas et qui reviennent à Pâques, c'est aussi l'origine de nos cloches en chocolat ? Et exactement, en fait, on faisait croire que les cloches étaient parties à Rome et qu'elles revenaient. Et donc, elles déposaient des œufs dans les jardins. Alors, on n'a pas que la tradition de l'œuf ou de la cloche, on a aussi la tradition du mouton. Donc là, je vous ai amené un moule alsacien qui s'appelle un moule à lameleux. C'est pas un moule à chocolat. On fait une espèce de brioche, comme un gâteau de Savoie à l'intérieur. Et vous savez, les gâteaux de Savoie, c'est fait avec beaucoup d'œufs. Eh bien, c'est la même chose, en fait. On va utiliser les œufs qu'on a eu en trop pendant toute cette période de temps de carême et on va confectionner ce gâteau très aérien. Donc, il faut que vous le regardiez à l'intérieur. Tenez, hop, je vous le passe. Si vous le regardez à l'intérieur, vous verrez, c'est un agneau. C'est un agneau pascal, donc qui est le symbole du sacrifice. Alors, là, on le coule. On le cuit donc à l'envers et puis on va le démouler. On laisse reposer. Oui, exactement, on va le cuire à l'envers et puis après on va ouvrir les charnières et on va démouler notre magnifique gâteau qu'on va recouvrir de sucre glace. Et parmi vos autres objets, de la friture de poisson aussi ? Exactement, regardez, je vous ai amené un petit poisson. Alors là, je l'ai en complet. Hop, tac, recto verso. Et puis je vous ai aussi amené un moule à œuf. Hop. Donc là, il suffisait en fait d'enduire l'intérieur de chocolat, de laisser refroidir. Enfin là, je pense que les chocolatiers qui viendront une autre fois vous expliqueront ça beaucoup mieux que moi. Et puis, je vous ai aussi amené donc, ces cartonnages, ces emboîtages en carton qu'on avait l'habitude de remplir d'œufs, de liqueur ou bien de petites fritures de chocolat. Et donc, à l'intérieur, c'est très joliment décoré. Vous voyez, il y a une petite... Pardon, excusez-moi. Voilà, donc à l'intérieur, vous voyez, c'est très joliment décoré. Il y a une petite dentelle, il y a un petit feston. Donc on est vraiment sur des objets aujourd'hui qui sont très recherchés par les collectionneurs, donc qui peuvent avoir un certain prix. Très bien. Et tous ces objets où il y a du chocolat, c'est quelle époque ? C'est le 19e ou c'est le 19e siècle où on commence à mettre du chocolat pour fêter Pâques ? Oui, tout à fait. On a commencé à offrir des œufs en chocolat beaucoup à partir du 19e siècle. C'est vraiment passé dans la tradition populaire à cette période-là. Donc je parle du peuple. Ça arrive dans le peuple au 19e siècle de manière très massive. Mais on continue quand même de s'offrir des œufs durs, des œufs cuits, des œufs teints, des œufs décorés. Cette tradition, elle va durer presque jusque dans les années 1940. Vous savez, la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment une fracture dans plein de traditions populaires avec cette fuite des paysans vers la ville. Du coup, toutes ces traditions vivaces, elles vont s'éteindre au fur et à mesure. Mais il existe des pays, par exemple la Roumanie, où on a encore cette tradition d'offrir des œufs authentiques, des vrais œufs de poule, décorés de manière absolument sublime. Alors merci. Oui, merci Sophie Sesmage. Allez, vas-y, Emmanuel. Je t'en prie, Eric. On l'a vu, c'est vrai qu'on a remonté le temps grâce à tes objets, Sophie. Ça fait partie de la culture populaire, vraiment aujourd'hui, les œufs, les cloches. Et Marie-Claude Reyssac, c'est vrai que grâce à votre ouvrage, vous êtes l'auteur de La chocolaterie d'Annecy, une histoire à croquer. C'est des choses que vous avez pu finalement redécouvrir au fil du temps et qui plus est au sein de notre ville d'Annecy. Alors, il faut savoir que la chocolaterie d'Annecy a été fondée en 1896 par Max Ruffy et que, évidemment, on fabriquait au moment de Pâques des œufs dans cette chocolaterie. Alors, la chocolaterie qu'a fondée Max s'appelait la chocolaterie des Marquisats et il n'était pas un très bon homme d'affaires et très vite, sa chocolaterie commence à péricliter. Et du coup, c'est son cousin Charles Ruffy qui va reprendre en main cette industrie et il va la faire prospérer. Et la chocolaterie d'Annecy va employer jusqu'à une centaine d'ouvriers à son apogée. Elle cessera son activité en 1954 et elle se trouvait sur le quai en bordure du Thiou, à l'emplacement du parking de la Tournette actuelle. L'actuel parking des Marquisats à Annecy, pour ceux qui connaissent bien, tout à fait au bord du lac, jusqu'à une centaine de salariés. Et paradoxalement, aujourd'hui, il n'en reste même plus trace. Il n'en reste plus aucune trace. Malheureusement, quand cette entreprise a fermé, les propriétaires n'ont pas du tout pensé à conserver les archives. Et du coup, il y a une trentaine d'années, je suis partie en quête de traces que je pourrais trouver, intriguée par cette industrie.
Du coup, malheureusement, je n'ai pas trouvé grand-chose. Les seules traces que j'ai pu trouver, c'était des contenants, des boîtes, des papiers en tête, des choses comme ça. J'ai fréquenté aussi. les brocanteurs et tout. Et puis, je me suis rendu compte petit à petit que je pouvais aussi trouver des affiches, puisque Charles Ruffy, en fait, était qualifié de propagandiste acharné par la presse locale. Il avait très bien saisi que pour faire vivre une entreprise, il fallait la faire connaître. Et du coup, il a fait appel à des affichistes très reconnus à l'époque, comme Jean Matet ou comme Eugène Auger. Et ces affiches étaient apposées un petit peu partout en France. Et la chocolaterie d'Annecy avait acquis une réputation même hors de nos frontières. Et d'ailleurs, sur les boîtes d'emballage des produits proposés par la chocolaterie, on trouvait un texte de présentation en anglais. En aussi. anglais, parce qu'il y avait déjà de l'export. C'était en fait un spécialiste du marketing à l'époque. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'était pas la seule chocolaterie qu'il y avait en Savoie-Mont-Blanc à l'époque, parce qu'il y en a eu d'autres. Il y en a eu à La Roche, il y en a eu à Megève, il y en a eu à Chambéry. Comment ça se fait qu'on a ce savoir-faire chocolatier chez nous ? Alors, je pense que toute la France, il y a eu, à partir du début du 19e siècle, quand la production de pâtes de cacao a été mécanisée, on a vu fleurir un petit peu partout en France des industries ou des choses plus artisanales pour produire cette pâte de cacao. Ça a été vraiment un grand mouvement et la Savoie n'a pas échappé à ce mouvement. Effectivement, on a eu en même temps que la chocolaterie des Marquisats, on a vu apparaître à Taninges une chocolaterie. C'est vrai qu'il y a eu aussi un petit peu plus tard une chocolaterie à Évian qui, elle, a été fondée par des entrepreneurs suisses. Donc, qui sont venus jusqu'en Savoie investir dans cette production qui était très, très florissante à l'époque. Et il ne faut pas oublier aussi la chocolaterie Pissard, qui a été la première chocolaterie fondée en Savoie. Et cette chocolaterie Pissard a prospéré jusqu'en 1960. Et après, on se heurte à la mondialisation et ces chocolateries artisanales ou même industrielles disparaissent. Mais il faut savoir qu'on parle souvent de la houille blanche. Là, on pourrait parler de la houille brune parce que finalement, ces premiers transformateurs sont attirés par la puissance de l'hydroélectricité pour casser leurs graines. Tout à fait. Alors, au début, c'était soit ces usines ou ces ateliers s'installaient au bord d'une rivière, l'Arve, par exemple, pour la chocolaterie Pissard. À Annecy, c'était plus indirect. Ils n'utilisaient pas la force motrice du tuyau, mais en revanche, il utilisait du charbon. Et après, c'est l'hydroélectricité, c'est l'électricité produite par les forces du Fier qui a permis de faire tourner cette entreprise. Une sacrée histoire, une sacrée découverte. En tout cas, merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission, de nous avoir apporté vos lumières. Merci beaucoup, Eric. Merci, Manu. Et puis, bien sûr, on continuera demain notre épopée du chocolat avec de grands noms du territoire. Mais ça, c'est pour demain. Moi, je vous souhaite une très belle fin de journée sur nos programmes. À bientôt. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Panorama, le deuxième de la semaine, spécial chocolat, une émission préparée et présentée en collaboration et en partenariat avec l'Éco Savoie-Mont-Blanc. Mais aujourd'hui, c'est Eric. Bonjour Eric. Bonjour Manu. Merci d'être là, merci de m'appuyer sur cette émission. Et aujourd'hui, pour parler de cette filière locale, terroir, territoire, nous avons deux grands noms, à savoir Monsieur Laurent Beau, responsable production du Fidèle Berger, au Fidèle Berger, qui nous fait le plaisir de nous accueillir d'ailleurs toute cette semaine. Merci beaucoup de l'accueil et d'être là, de prendre un petit peu de temps. Et vous êtes accompagné de Frédéric Pellier-Cuy. Bonjour Frédéric. Bonjour. Maître artisan chocolatier à la chocolaterie des Bauges, c'est à la Motte, à Bellecombe, en Bauges. Et c'est vrai, on l'a vu en un premier temps avec l'histoire du chocolat. Aujourd'hui, on va faire un peu plus le côté terroir, territoire, et
aussi historique, parce qu'on est là dans une maison historique, Eric. Et oui, une maison historique fondée en 1918, le Rambaud, qui est tout simplement la plus ancienne chocolaterie de Haute-Savoie encore en activité. Alors peut-être pas de la Haute-Savoie, mais en tout cas, D'Annecy, ça c'est sûr. c'est une véritable institution. Effectivement, on a fêté les 100 ans en 2018, donc création en 1918. Et donc c'est avec plaisir que j'ai écrit une partie de l'histoire avec mes collaborateurs, puisque ça fait 36 ans que je travaille dans cette véritable institution. C'est un réel plaisir. Institution connue de tous les Annéciens, parce que vous êtes en plein cœur d'Annecy. Oui, on est à la Croix-Piétonne, donc à l'angle rue Royale et rue Carnot, connu bien entendu des Annéciens, mais pas seulement, puisqu'on a beaucoup de touristes qui viennent. Nous avons aussi des Genevois qui viennent déguster le chocolat chaud le week-end. Alors pas en cette période de pandémie malheureusement, puisque l'activité salon de thé est fermée, mais le reste du temps, et on espère bientôt réouvrir au moins la partie salon de thé. Voilà. On fait le lien avec le terroir et vous avez devant vous la cloche, la savoyarde, et ça c'est une allusion aussi à une autre production locale, hein, les cloches Paccard. Il y a un lien intime entre le chocolat et le terroir? Alors, je dirais qu'il n'y a pas forcément un lien, mais en tout cas le chocolatier qui est un passionné se doit quelque part de découvrir, en tout cas se servir de ce qui l'entoure pour faire ses créations et sublimer en tout cas ses créations. Et en 1955, donc l'ancien maître des lieux qui s'appelait Monsieur Aguetan, puisque c'est la 3e génération, a eu l'idée de créer en commémoration du Bourdon du Sacré-Cœur, puisque ce Bourdon du Sacré-Cœur a été fait par les fonderies Paccard, installées à l'époque à Anne-Sylvieux, maintenant à Sevrier, a eu l'idée, pour commémorer ce Bourdon de Sacré-Cœur, de faire une petite cloche, donc une bouchée en forme de cloche et qui est garnie d'un praliné à la noisette, Jean Dujat, on en parlera, qui est pas loin, dans le Piémont. Voilà, donc c'est la spécialité de la maison, c'est les cloches d'Annecy, il y a 2 noms, ou la savoyarde. Alors on est là dans un lieu historique, un lieu, on le disait, connu de tous et connu également de toi, Frédéric, pour avoir passé quelques années ici même. Oui, c'est vrai que j'ai fait des classes pendant 24 ans au Fidèle Berger, donc avec Laurent. Et comme on disait, le terroir, le territoire, c'est important quand on travaille finalement de la qualité. Tu as choisi de t'installer dans les Bauges, mais toujours de rester en Savoie, Haute-Savoie, c'était important pour toi ? Oui, c'est vrai que j'aime bien la montagne déjà. Alors c'est vrai que les Bauges, c'est pas un territoire que je connaissais beaucoup au départ. C'est vrai que c'est plutôt le fait d'avoir repris la chocolaterie qui m'a fait découvrir ce magnifique parc, parce que finalement, j'en ai aucun regret par rapport à ça, même si au départ, beaucoup de gens me disaient « mais qu'est-ce que tu vas faire dans les Bauges ?» Et écoutez, franchement, je suis plus que ravi. Donc c'est vrai qu'avec l'entreprise, maintenant, on est 6. On essaye de mettre en avant aussi le territoire. Hein. On travaille avec des producteurs locaux sur le lait, les plantes, les fraises de Chéna. Voilà, donc justement, en quoi c'est important pour toi finalement que de valoriser le savoir-faire local c'est quelque chose qui est essentiel, qui est sine qua non? On va dire, c'est une valeur ajoutée aussi à nos produits. Ça permet aussi de partager avec mes différents producteurs, d'avoir un circuit, on va dire. Ça permet, ils parlent de nous, on parle d'eux. C'est vrai que dans le massif, il est très étendu. Il y a peu d'habitants. Donc c'est vrai que nous, on est obligé de se faire connaître aussi par le biais d'autres producteurs. Et puis on met en avant aussi la qualité de leurs produits. Laurent Beau, d'accord avec ce constat, c'est un échange de bons procédés? Absolument, oui. Donc le propre de l'artisan, c'est de travailler avec les meilleures matières premières. Si on peut éviter les circuits longs et développer le circuit court, je pense qu'on a tous à y gagner. Alors donc c'est pas forcément local, mais en tout cas au niveau national. Par exemple, là, on va travailler, si on travaille des noix, on va travailler avec des noix de Grenoble. Les noisettes, l'excellence, c'est le Piémont, hein, donc c'est pas loin d'ici. Pour les fruits rouges, ça peut être aussi les monts du Lyonnais. Enfin voilà, donc nous, on essaye vraiment de trouver les meilleurs produits et le plus près possible pour mettre en avant justement la qualité de ces produits et in fine la qualité de nos produits, puisque en principe, quand on a des bons produits et un bon savoir-faire, on fait des bons produits à la fin.
Voilà. Vous parlez de noix, de noisettes, de fruits, et vous avez évoqué vos fournisseurs locaux, y compris sur des productions qu'on n'attendrait pas forcément, comme le safran. Oui, on travaille avec un safranier qui est à Blois. Donc voilà, après on travaille avec le producteur de plantes, on travaille avec sa verveine, avec sa menthe qui est au noyer. On travaille aussi avec sa reine des prés. Donc c'est vrai que je suis assez sensible aux plantes, moi j'aime bien ça. Donc c'est vrai que selon les saisons, voilà, on va varier sur la verveine, la menthe, la reine des prés. En pâte de fruits aussi par exemple. Et c'est ce qui fait la différence dans vos boutiques, cette capacité à mélanger le chocolat avec des ingrédients qu'on n'attend pas forcément et qu'on ne retrouve pas dans un chocolat ordinaire, si vous me permettez l'expression. Après, chaque artisan a sa touche personnelle, à son palais. Donc moi, je vais peut-être aimer le safran, je vais faire au safran. Après, il y a peut-être un autre artisan qui va dire « Ah ben non, moi, je préfère travailler sur un autre produit, une autre matière première. » Voilà. Chacun met sa touche personnelle. Alors, à quand un chocolat à la Tome des Bauges? Alors, on a la tomate des Bauges, mais c'est vrai qu'il y a souvent des touristes qui se font avoir parce qu'ils voient une tomate des Bauges et ils disent « Vous vendez du fromage ?» Mais non, c'est à base de noix haussées de Grenoble avec un soupçon de menthe. Donc, c'est un autre produit, mais voilà, c'est un petit clin d'œil à la tome. Et vous, Laurent Baud, des mélanges un peu spécifiques qui marquent votre entreprise, votre production? Alors on essaye de se faire plaisir, mais avant tout, c'est surtout ce qui se vend. Parce que dans une entreprise, le but, c'est quand même de vendre ses produits. Alors de temps en temps, on fait des essais, bien entendu, avec ça peut être des plantes, avec des épices, mais on se rend compte quand même que la plupart du temps, les gens préfèrent les classiques. Hein. Ça va être le caramel, ça va être des grands crus de café. Voilà, donc il faut sublimer nos produits et le chocolat avec des choses qui ne sont pas trop originales. En tout cas, nous, on a une clientèle quand même assez, je dirais, authentique, assez traditionnelle. Donc même si on se fait plaisir de temps en temps, on reste quand même sur des produits qui sont, somme toute, assez classiques. Voilà, parce qu'on a cette clientèle-là, et même si on se fait plaisir avec nos jeunes, parce qu'on transmet forcément notre passion à des jeunes apprentis, on se fait plaisir dans les laboratoires, mais c'est vrai que des fois, les produits ne voient pas forcément le jour. En tout cas, voilà, on fait des essais. Des fois, ça reste qu'au niveau de notre laboratoire. Et du coup, la touche, elle se fait dans la sélection des espèces de chocolat et dans leur transformation. C'est là que réside après la valeur ajoutée de l'artisan? Oui, maintenant, on parle de cru. Donc, il y a quelques années, vous aviez le chocolat noir, le chocolat au lait, le chocolat blanc. Bon, maintenant, il y a le chocolat noir et le chocolat au lait. Vous avez plein de crus, de typicité, des terroirs. Vous avez eu l'occasion dans les émissions précédentes de parler de terroirs, d'origine. Et donc, effectivement, le chocolatier travaille avec des couverturiers, donc qui sont, eux, donc avec des ingénieurs agronomes, qui font une sélection de fèves, qui vont sourcer les fèves dans les différents pays. Il y a certaines fois qu'une sorte de fève, et puis des fois, il y a des mélanges. Et donc, ils nous apportent des chocolats de grande qualité, et à nous de les transformer pour justement apporter des produits différents et faire connaître à tous nos clients voilà, des choses qu'on ne retrouve pas forcément chez les industriels. C'est ce qui fait la force de l'artisanat d'ailleurs, travailler avec des produits de haut de gamme. Alors justement, je me permets de mettre les pieds dans le plat, mais qu'est-ce qui fait un bon chocolat selon vous? Est-ce que c'est le produit? Est-ce que justement c'est cette typicité? Est-ce que c'est l'originalité? Alors ce qui fait un bon chocolat, c'est déjà un bon terroir. C'est-à-dire que par exemple les fèves d'Amérique du Sud vont être des fèves de grande qualité. Ensuite, ça va être la façon dont on va transformer sur place ces fèves. Et in fine, les maîtres couverturiers, les grands noms du chocolat, bon nous, pour ne pas le citer, c'est la maison Valrhona, donc vont sublimer ces fèves de cacao. Et c'est ce qui va faire l'originalité, c'est-à-dire c'est le terroir. Il y a eu des fèves qui ont poussé sur des anciennes plantations de bananiers, par exemple. Elles vont avoir un goût avec un goût banane, par exemple. Voilà, chaque terroir est différent et apporte, comme le café, des goûts, des arômes différents. Et donc, à nous, justement, de travailler et puis peut-être aussi de mélanger certains chocolats qui sont plutôt acides avec peut-être des fruits moins acides, ainsi de suite. Donc, voilà, notre rôle, c'est aussi de... Bon, j'aime bien ce mot sublimer, je l'ai employé plusieurs fois, mais je crois que c'est ça. Frédéric, même question. Vous êtes d'accord avec ce regard? Oui, après, c'est vrai que nous, entre guillemets, on n'a pas trop la main mise au départ. Hein, mais après, oui, il y a des profils aromatiques complètement différents selon les origines des fèves de cacao.
Après, nous, on les fait sublimer sur une ganache par rapport aussi à la texture. Voilà, donc ça, c'est important. Après, elles peuvent être sublimées dans une glace aussi. C'est vrai que des fois, un chocolat d'une même origine dans une ganache et dans une glace, le profil aromatique peut être légèrement différent aussi. Voilà, puis comme disait Laurent, après, ils peuvent être associés avec du fruit rouge, avec une plante. Alors après, moi, je suis pas trop partant là par rapport à ça. Moi, tout ce qui est pure origine, je préfère les faire nature. Et après, voilà, quand c'est avec des fruits, voilà, des grands crus, ça peut se faire, mais voilà, je préfère voilà, les mettre en avant de façon naturelle. Idem que pour Laurent, il y a une grande partie un peu expérimentation. On prend du temps pour essayer des nouvelles choses. Oui, on essaye de prendre du temps. C'est le souci de l'artisan. C'est que des fois, on fait déjà énormément d'heures. Et une petite entreprise, voilà, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de travailler au Fidèle Berger, où là c'est une grosse entreprise, une grande maison. Il y a beaucoup de monde à la fabrication. Donc nous, il n'y a pas beaucoup de mains. Donc on n'est que 3 à la production, donc on essaye de trouver des idées, de faire des essais, mais c'est un peu plus difficile. Mais bon, les clients sont habitués chez nous aussi à avoir de la nouveauté, donc on fait en sorte de les satisfaire. Vous parlez de temps de fabrication, on sort de la semaine de Pâques qui est le temps fort du chocolatier. C'est combien de semaines de préparation pour réussir cette semaine de Pâques au niveau des chocolateries ? Il faut au moins 2 mois, donc, parce qu'il y a il y a tous les moulages, l'extérieur, les montages, vous avez des montages, donc des petites figurines, donc là il y a la partie création, créativité en amont, et après il y a tout ce qui est à l'intérieur, donc c'est-à-dire les fritures, voilà, du chocolat au lait, les petits œufs de Pâques fourrés au praliné, donc c'est plusieurs semaines de production, et après vous avez aussi, il ne faut pas les oublier, toutes les vendeuses, donc qui vont garnir ces sujets et ensuite les enrubanner. C'est pour ça que c'est beaucoup de manutention et ça se fait donc à la main. Il y a pas beaucoup on utilise peu de machines en fin de compte pour faire tout ça. Vraiment le travail artisanal. Eh ben, merci beaucoup messieurs en tout cas d'avoir participé, d'avoir pris du temps. Merci justement, à vous. on Merci. en parlait en cette veille de Pâques pour répondre à toutes nos questions. Merci beaucoup Eric. Merci Manu. Et puis on se retrouve demain pour Merci une nouvelle à vous. émission. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve très vite sur notre antenne. À bientôt. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro de Panorama. Comme toute cette semaine, on s'adresse aux gourmands, à leurs papilles, avec des numéros spéciaux chocolat, des émissions qui sont préparées et présentées en partenariat avec l'Écho Savoie-Mont-Blanc. Bonjour Eric. Bonjour Manu. Journaliste justement à l'Écho, et c'est vrai qu'avec toi justement depuis le début de la semaine on s'intéresse à cette filière du chocolat, et pour en parler aujourd'hui on a quelques grands noms en la matière bien connus du bassin annécien. Monsieur Bruno Meyer, pâtissier, artisan chocolatier, bonjour. Bonjour. Merci d'être là sur ce plateau. Vous êtes accompagné de Philippe Rigolo, également pâtissier, chocolatier, meilleur ouvrier de France. Merci à tous les deux. Merci, bonjour. Tout simplement, Eric, aujourd'hui, on va s'intéresser à la filière qualité, on va dire. Et oui, on voit devant nos deux invités du jour des magnifiques créations qui sont aussi belles qu'appétissantes. Philippe Rigolo, vous êtes meilleur ouvrier de France, vous êtes aussi champion du monde de pâtisserie. Est-ce que se démarquer comme ça, cette créativité, cette qualité, c'est le secret pour pouvoir exister face au rouleau compresseur du chocolat industriel ? Je pense que de nos jours, il faut toujours trouver des produits qui peuvent attirer les clients. Alors, c'est vrai que avoir sa propre signature, avoir son propre goût dans ce qu'on fait, c'est important. Les clients viennent chercher ça au magasin. Et on arrive à ça par de la créativité esthétique, mais aussi par des sélections d'espèces et des mélanges. C'est là que réside votre spécificité, à vous les artisans du chocolat. Bien sûr. C'est vrai qu'on attire les clients par le visuel. Et après, on les conserve avec des goûts bien spécifiques à nous. Alors c'est vrai qu'on essaye de travailler des produits qui nous plaisent déjà personnellement, et on essaye de les sourcer pour vraiment avoir une signature gustative. Et même question à vous, Bruno Meyer, pour exister, il faut se démarquer et avoir sa signature et son style. Oui, effectivement, il faut absolument trouver des matières premières qui subliment un petit peu le travail que l'on va faire.
Et puis là, c'est nos fournisseurs qui nous amènent ces produits-là. Donc on essaye absolument de choisir des matières premières de qualité, et nous, on va les sublimer. Et voilà. Et avec une décoration, on voit devant vous un lapin et une poule de Pâques. Combien de temps il faut pour faire un objet, un produit de ce style-là? Il va nous passer entre 10 et 12 fois déjà dans les mains déjà. Parce qu'il y a plusieurs façons. Il y a les yeux, on fait les yeux, puis après on fait les couleurs, et ainsi de suite. Et il va au moins être moulé 2 fois. Après on va le démouler, on va le garnir, le rubaner, le mettre dans un sachet. Donc il nous passe entre les mains entre 10 et 12 fois. Ouais. D'accord, donc c'est un vrai temps long et on comprend mieux pourquoi le prix, c'est pas le même que le prix de la tablette en supermarché. Comment vous procédez? C'est pareil, vous faites du chocolat mais aussi de la pâtisserie. Qu'est-ce qui est le plus important dans votre activité, le chocolat ou la pâtisserie? Alors, nous, c'est la pâtisserie. C'est vrai que je suis pâtissier en premier lieu. C'est vrai que le chocolat, c'est une belle gamme et une belle offre dans notre magasin. Mais on est plus spécialisé en pâtisserie, en petits gâteaux, en gros gâteaux. Mais la part de marché est plus importante en gâteaux. Et ça veut dire que vous êtes moins sensible à la saisonnalité du chocolat avec des fêtes de fin d'année ou une fête de Pâques qui est souvent un pic de consommation important. Du coup, c'est moins fort chez vous qui êtes plus pâtissier que chocolatier? Non, on le ressent tout de suite. À Noël, on ressent bien sûr sur le chocolat. À Pâques, bien sûr, on le ressent aussi une forte hausse en chocolat. Alors, c'est plus les bonbons chocolat, c'est les moulages, comme disait Bruno. C'est une autre offre. Et Pâques, ça représente combien dans votre chiffre d'affaires, une fête comme ça? Entre 20 et 25%. Entre 20 et 25%. Et vous, Bruno Meyer, en tant que pur chocolatier, c'est encore plus que ça? C'est plus que ça, ouais, c'est 30% pour nous. C'est 30%, voilà. D'accord. C'est vraiment un des 2 pics entre Noël et Pâques. C'est vraiment les 2 fortes saisonnalités pour nous. Parce qu'après, ça va être très compliqué. Alors on l'évoquait, il y a une vraie saisonnalité aujourd'hui dans le monde du chocolat, mais est-ce qu'il y a des effets de mode également? Est-ce qu'il y a des choses qui se vendent mieux à certaines périodes ou selon les années? Le public est sensible à toutes les informations qu'on peut lui envoyer. Donc toute la publicité qu'il reçoit tous les jours nous invite aussi à aller dans ce sens. Si un jour vous avez un produit qui est mis en avant, comme par exemple, je ne sais pas moi, la mangue, il va falloir trouver un produit avec de la mangue dedans. Ça implique de rester vraiment très au fait de l'actualité de tout ce qui se passe chez les concurrents également. Il vaut mieux, oui. Il vaut mieux voir ce qui se passe, un petit peu ouvrir ses œillères et s'activer, parce que on n'est pas les seuls. Donc la grande distribution et l'industrie sont plus forts que nous, donc il faut réagir assez vite. Ouais. Du coup, vous avez plusieurs dizaines de références sur votre chocolaterie. Oui, parce que nous, on est uniquement chocolatier, donc il fallait que le consommateur y retrouve quelque chose de plus important que s'il allait chez un pâtissier. Donc on a une gamme aujourd'hui de 200 à 250 produits différents. Donc c'est ça qui fait aussi qu'on a survécu et qu'on est encore là, quoi. Philippe Rigolo, vous aussi, pareil, grande diversité de produits en catalogue pour séduire le client? Oui, on a un gros catalogue. Alors en chocolat, on n'est pas au niveau de Bruno, c'est sûr, mais quand on compte après tout ce qui est gâteau, tout ce qu'on appelle picking, soit en chocolat, soit en sablé, soit tout ça, c'est vrai qu'il faut avoir une offre assez diversifiée pour attirer le client. On parle de vos chocolateries, de vos pâtisseries. On peut parler aussi de vos entreprises, parce que finalement, vous êtes des vraies petites PME avec chacun l'un et l'autre plus d'une quinzaine de salariés dans vos structures. Il y a énormément de travail. Comment est-ce que vous avez traversé cette crise de la Covid qui n'est pas terminée? Est-ce que ça a été un gros problème pour vous de ne pas pouvoir ouvrir comme vous le souhaitiez? Alors le premier confinement, oui, a été compliqué parce qu'on ne savait pas du tout ce qu'il fallait faire, on n'avait pas de recul. Alors c'est vrai que nous, on est resté ouverts, mais j'ai travaillé qu'avec ma femme et on a mis tout notre personnel en chômage partiel. C'est vrai que là, le premier confinement, ça a été plutôt très compliqué. C'est tombé au moment de Pâques. Là, on a fait un tiers du chiffre d'affaires qu'on devait faire à Pâques normalement. On a fait beaucoup de livraisons. On a essayé de se débrouiller. On a fait le e-commerce. On a mis en place sur notre site du e-commerce et ça a plutôt bien fonctionné.
Et depuis ce jour-là, le e-commerce, les gens ont pris un peu cette habitude de commander sur Internet, de venir chercher au magasin. Alors, je pense qu'ils aiment bien sortir quand même, hein. Il y a encore un peu de livraison, mais voilà, c'est le e-commerce, je pense, qui est rentré un peu dans le quotidien des gens. S'adapter au goût, s'adapter aux demandes, s'adapter au mode de consommation. Bruno Meyer, même question. Est-ce que vous, l'année 2020 a été compliquée, sachant que vous avez la particularité d'avoir investi énormément dans un nouveau laboratoire et dans une nouvelle boutique, justement, juste avant le Covid? C'est comme ça arrive. On n'avait pas choisi, mais Vous gardez le sourire. il vaut mieux, ouais, parce que ça a été compliqué quand même. Et ça va le rester encore, parce que bon, on a le PGE qui va nous suivre encore un petit moment, donc il va falloir l'embourser, plus les investissements, donc ça va être très compliqué les années qui viennent. Maintenant, on a les 2 boutiques, plus la boutique en ligne, donc tout ça va générer quand même un peu de chiffres. On espère qu'on va continuer sur la lancée de 2021, et puis on va s'en sortir, il n'y a pas de raison. On est courageux, donc on va y arriver. Vous avez, comme Philippe Rigolo, une boutique en plein cœur de ville. Vous avez décidé de vous mettre en périphérie. C'est pour capter une autre clientèle? C'est pour capter une clientèle qui ne vient plus dans Annecy, surtout. Voilà, le problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, circuler dans Annecy, ça devient très compliqué. Se garer à Annecy, c'est encore plus. Donc, on avait perdu toute la clientèle qui était sur Épagny, Sillingy et toutes ces communes. Donc on a voulu déjà avoir un labo plus grand parce que c'était nécessaire, et puis la boutique était aussi nécessaire parce qu'il fallait aussi récupérer un peu de cette clientèle qui ne venait plus du tout. Vous êtes installé depuis 1985, c'est une entreprise familiale, vous avez pris la succession de vos parents, et maintenant vous avez, je crois, accueilli votre fille dans l'équipe. Le chocolat Compact, c'est une affaire de famille? C'est mieux de travailler en famille, déjà c'est plus simple. Bon, c'est pas toujours facile, mais nous, on y arrive. Donc, il y a des petits heurts de fois, mais elle travaille avec son papa, donc ça va mieux. C'est plus simple. Voilà. Et vous, Philippe, même question. Vous travaillez aussi avec votre épouse? C'est souvent le modèle? Mon épouse est pâtissière à la base, hein. Mais depuis qu'on est installé, elle est à la vente. Et là, depuis cette année, j'ai mon fils aussi qui travaille à la vente, qui fait un BTS vente et qui fait son alternance à la boutique avec sa maman. Il a préféré travailler avec sa maman qu'avec son papa. Et qui pourrait prendre la succession, c'est ça un peu l'objectif? Pourquoi pas? Mais c'est vrai que la vente, c'est très important, mais il y a aussi le cœur du métier, c'est de faire les gâteaux et avoir, comme je disais au départ, sa propre signature. Et moi, je ne pense pas rester toute ma vie dans le laboratoire. Il faudra bien trouver quelqu'un pour me remplacer. Quelle est la clientèle qui fréquente aujourd'hui vos établissements? C'est une clientèle seulement locale? C'est aussi beaucoup de touristes en saison? Oui, alors c'est un peu de tout. On a une grosse clientèle du bassin annécien, mais aussi dès qu'il y a des vacances, on sent tout de suite une hausse de fréquentation, de chiffres. Et je pense qu'on a des touristes, hein. C'est vrai qu'on a beaucoup de touristes, on a la chance d'avoir beaucoup de touristes à Annecy. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu avoir une deuxième boutique un petit peu plus sur une rue passante, parce que c'est vrai que la place Georges Voland, les touristes, ils ne la connaissent pas, et même il y a beaucoup d'Annéciens qui ne la connaissent pas. C'est pour ça que j'ai voulu avoir une autre boutique rue Jean-Jacques Rousseau pour essayer de capter un peu ces touristes. Et même question pour vous, beaucoup de touristes sur la boutique du centre-ville? Énormément. Parce qu'on a beaucoup de Airbnb là, et donc tous les week-ends c'est plein, donc ça nous amène beaucoup de clientèle. Ouais. Et est-ce qu'il y a un âge pour manger du chocolat? Est-ce qu'il y a des classes d'âge qui viennent plus dans votre boutique? Alors, il y a des classes d'âge, mais on essaye qu'il n'y en ait pas du tout, ça serait mieux. Et on est là pour à vendre à tout le monde, de toute façon. On refuse personne. On ne peut pas se le permettre en tout cas. Et demain, comment ça va se passer? Est-ce qu'on le sait, 2020 était un petit peu particulier, c'est le flou artistique sur de nombreuses professions. Est-ce que dans le monde du chocolat, on arrive à se projeter un petit peu aujourd'hui? Aucunement. On n'a aucune projection, on attend les annonces gouvernementales. Donc là, on attend jeudi en se disant qu'est-ce qui va encore se passer, comment il va falloir réagir, est-ce qu'il va falloir à nouveau remettre notre personnel au chômage partiel? Est-ce qu'on va pouvoir continuer encore à travailler un petit peu? Voilà. Toutes ces questions sont là, sur la table. On attend notre gouvernement qui nous dise quoi faire encore. Et il faudra encore s'adapter tout 2021 et sûrement encore 2022, je pense. Et puis une dernière question peut-être, c'est que
Vous, l'un comme l'autre, vous n'avez pas fait le choix de travailler directement la fève, vous achetez du chocolat à des fournisseurs. C'est vraiment un autre métier que d'acheter la fève et de la transformer soi-même, le cacao. Enfin, moi, je pense que c'est un autre métier. C'est couverturier, c'est pas chocolatier. Chocolatier, on transforme le chocolat. Le chocolat, on le sublime, on y amène de nouveaux goûts, mais transformer la fève, c'est un autre métier, c'est d'autres compétences, et puis c'est d'autres investissements surtout. Et là, ils sont énormes. Hein. Tout à fait. Je pense que je suis d'accord avec Bruno. C'est vraiment un autre métier. Il faut avoir des connaissances. Il faut sourcer les fèves, parce qu'on peut trouver des fèves, mais si on travaille des mauvaises fèves, on fait du mauvais chocolat. Et là, je pense que c'est vraiment une autre façon de voir le métier et un autre métier. D'accord. Nous, on préfère mélanger des variétés, des origines, pour avoir notre propre signature. Des artistes du mélange et de la mise en forme. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, Merci d'avoir à pris vous. le temps Merci dans beaucoup. cette période faste de répondre à nos questions. Et merci beaucoup, bien sûr, Eric. Merci Manu. On se retrouve demain pour remonter encore un petit peu plus la filière du chocolat. D'ici là, on vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt sur 8 Mont Blanc. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour le dernier panorama de la semaine. Toute cette semaine, on s'est intéressé à la filière du chocolat en partenariat avec l'Éco-Savoie-Mont-Blanc. Bonjour Eric. Bonjour Manu. Merci d'être là. Et aujourd'hui, C'est un on plaisir. va remonter aux sources de cette filière avec l'association Camayos. Et pour en parler, nous accueillons Willy Ferrier. Bonjour. Bonjour. Maître chocolatier, glacier, pâtissier, confiseur, traiteur. Beaucoup de casquettes. On va y revenir dans Ouais, quelques minutes. Il vaut mieux resserrer sur chocolatier. C'est finalement. déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est beaucoup. Hein. Vous êtes accompagné pour ça de Vanessa Edzimbi. Bonjour. Bonjour. Responsable commercial international de l'association Camayos. Camayos. Et Eric, justement, on le disait, on va revenir vraiment à la source, à commencer finalement par la matière première aujourd'hui. Et oui, on a vu avec nos précédents invités que c'était pas complètement le même métier que de travailler la fève et de la transformer, et de transformer le chocolat ensuite. Vous, Willy Ferrier, vous partez de la graine, de la fève, plantée au Cameroun en l'occurrence, C'est et ça. vous la transformez en chocolat. Expliquez-nous d'où vient Camayos, quelle est l'origine de ce projet qui pour l'instant est un projet associatif et environnemental et solidaire, on peut le dire comme ça. C'est tout à fait ça. Moi, j'avais gentiment ma vie de chocolatier en plein cœur de Lyon et une rencontre a tout changé. Donc, j'ai rencontré l'un de mes associés, donc dans l'association, hein, bien sûr, donc Fabrice Petit-Genet, qui est venu tout simplement me voir en plein cœur du salon du chocolat de Lyon et m'a présenté ses fèves de cacao avec l'intention de fonder une association solidaire pour le village de sa femme, donc la troisième personne de l'association, Nicole, hein, pour arriver à développer le village de façon énergétique, l'eau. Et j'ai tout de suite été séduit par cette idée, puisque moi j'étais pas mal dans certaines associations différentes, mais celle-ci touchait non seulement la partie associative et solidaire, mais en plus ça touchait le plein cœur de mon métier, c'est-à-dire la fève de cacao et la transformation des fèves de cacao en chocolat. Or, à Ayos, il y avait des cacaoyers sauvages. Et quoi de mieux pour finalement un chocolatier de passer par cette étape-là, c'est-à-dire transformer et fabriquer son propre chocolat pour ensuite arriver jusqu'au client. Vous nous parlez de cacaoyers sauvages. Aujourd'hui, c'est des plantations qu'il y a. Oui, parce que Camayos a quand même beaucoup évolué. Et maintenant, il y a quelques planteurs autour du village d'Ayos qui se sont, on va dire, intéressés à la situation de Camayos et à l'évolution de Camayos. Donc du coup, maintenant, ça génère une certaine émulation, je dirais, ultra positive, où on en est arrivé, évidemment, à améliorer les conditions de vie ou de circulation, puisque Camayos a refait les 7 ponts qui mènent de la route principale au village de Brousse. On en est à 3 écoles, 3 instituteurs, 96 élèves. L'association fait des choses extraordinaires. Ça, c'est la partie émotionnelle, donc c'est ultra positif.
Et du coup, vous cultivez la fève au Cameroun, vous la transformez là-bas, vous la transformez ici, comment ça se passe? Alors, les transformations se font en plusieurs étapes. Évidemment, sur place, la culture et la partie plantation botanique est très importante, mais il y a également la partie récolte, fermentation et séchage. Donc, c'est aussi une transformation importante. Cette transformation importante se fait en collaboration avec les planteurs. 2-3 petites techniques qu'il a fallu apporter pour améliorer ces transformations-là. Et une fois que les graines, donc les fèves de cacao, ne sont ni plus ni moins que les pépins de la cabosse qui sont là, qui est là, voilà. Mais les fèves remplissent la quasi-totalité de la cabosse. Une fois que ces pépins, donc ces fèves de cacao, sont séchées, elles sont donc transportées et on les transforme à Chénas-les-Phrases. À Chénas, d'accord, donc à la limite de la Savoie et de la Haute-Savoie. On est en plein Exactement. cœur des pays de Savoie. Les fèves, c'est ce qu'on voit là dans le petit bol, c'est ça? C'est exactement ça. D'accord. Donc celles-ci, elles ne sont pas torréfiées, elles ne sont pas grillées. C'est exactement les fèves que l'on reçoit donc à Chénas. Vous nous disiez il y a quelques minutes justement de vouloir faire une action, redynamiser le village, reprendre un petit peu la main sur cette filière d'exploitation, d'importation. C'était nécessaire aujourd'hui? Il fallait vraiment mener une action pour essayer de remettre les choses à plat ou dans le bon chemin? Ou il y avait un problème avec la filière jusqu'à présent? Disons que l'idée n'était pas du tout basée sur la filière cacao. L'idée de l'association était vraiment, véritablement, d'améliorer les conditions... alors, principalement, je dirais, en apport d'eau potable du village. C'était la base. La filière cacao, bien sûr que grâce à Camayos, elle s'améliore. Ça, c'est indéniable. Mais il faut savoir que le Cameroun était un énorme pays producteur de fèves de cacao dans les années 50, 70. C'est un petit peu tombé ensuite à différentes politiques tarifaires et commerciales. Le cacao s'est plus développé du côté Côte d'Ivoire et Ghana, et par la suite après dans l'Amérique centrale et le nord de l'Amérique du Sud. Mais si on peut arriver à redynamiser cette filière en même temps qu'améliorer les conditions de vie des personnes qui sont là-bas, je veux dire... tout est bénéfique et tant mieux. Enfin, nous, on est très surpris que ça prenne autant d'ampleur. Donc, les gens sont contents, sont heureux. Et bien, nous, en fait, on ne cherche que ça. Et c'est la base de toute l'association. Et aujourd'hui, c'est une mouvance qui est en train de se normaliser, si on peut dire. Est-ce qu'il y a d'autres associations, d'autres structures qui essayent justement de joindre l'utile à l'agréable, de finalement favoriser la filière tout en ayant un ancrage oui, je pense que ça se développe beaucoup. On a déjà les grosses firmes de production qui se sont intéressées à faire des fondations, des associations ou des choses comme ça. Alors évidemment, c'est vrai que sur des sites existants industriels, on a plus de mal à concevoir l'entraide comme étant positive, mais il ne faut pas en douter. Nous, c'est un peu différent. On a démarré sur le solidaire, et finalement, je dirais presque la mayonnaise prend, et les gens sont contents, et on aide des tas de gens. Les enfants sont instruits alors qu'ils auraient eu du mal autrement, et les gens sont contents d'envoyer leurs enfants à l'école, ce qui est aussi quelque chose d'assez extraordinaire. Enfin bref, c'est que du bonheur, ce que je veux dire. C'est vraiment, on a presque du mal à y croire. Voilà. Votre projet, il est spécifique par cette dimension solidaire, environnementale aussi. Est-ce qu'il est aussi spécifique au niveau gustatif? Est-ce que les cacaoyers que vous plantez là-bas, c'est les mêmes qu'on retrouve en Indonésie, au Panama, au Ghana ou en Côte d'Ivoire? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique dans les fèves même et puis après dans la transformation? Alors là, je vais répondre de façon plus générale. Il faut savoir que si on plante un même plant de fraisier de la même variété, les Marat des Bois, en France, au Cameroun,
en Amérique du Nord, au Canada, ça sera le même plant qui viendra du même endroit, mais oui, les fraises n'auront pas le même goût, pas le même terre, je dirais même pas la même façon d'interagir sur le plant, et quoi qu'il en soit, ça n'aura pas le même goût. Ensuite, il est vrai qu'il y a un terroir africain et après un terroir régional, donc toutes les fèves sont différentes dans le monde. Je les ai, je ne vais pas dire toutes travaillées, toutes transformées, mais pas loin, tout du moins sur toute la ceinture équatoriale. J'ai travaillé de toutes les fèves de tous les pays. Et au Cameroun, on a vraiment quelque chose d'assez tannique, prenant, des fèves grasses, donc, qui développent le goût. Le gras, comme tout gras, le beurre de cacao est un exhausteur de goût. Donc on a vraiment quelque chose de très puissant. Ce serait véritablement pour les gens qui aiment le chocolat un peu puissant. Voilà. Vanessa Elimbi, Oui. on voit d'où vient le chocolat. Où il va après? Qu'est-ce que vous en faites de chocolat que vous produisez? Du chocolat qu'on produit, on les vend en fait. Donc en gros, on a, comme Willy l'a dit, en fait, notre chocolaterie est basée à Chénal-les-Frasses. Donc c'est une sorte de petite usine, c'est ça? Oui. Où en fait, comment dirais-je? Il a, je sais pas, le mot. Transformer. Voilà, transforme le chocolat. Et à base de ça, parce qu'au début, en fait, il y avait juste une seule type de chocolat, en fait, si je ne me trompe pas, Willy. On avait fait, je crois que c'était du 75. Oui, du 75. Moi, personnellement, vu que moi, j'aime pas le chocolat, donc à partir du moment où... Voilà, exactement, non, je n'aimais pas, parce que je goûtais des chocolats assez très, très gras, en fait. Et à partir du moment où j'ai goûté le chocolat que fabriquait Willy, enfin, je fabriquais des fèves qui viennent de chez moi, et surtout que c'est des produits naturels. Mais avant, je pense que quand on le sèche, le chocolat, je pense qu'on prend le beurre de cacao. Parce que oui, on fabrique notre propre beurre de cacao également. Donc, vous intégrez toute la filière, la plantation, la fabrication, le séchage, la transformation et le beurre. On rajoute du beurre de cacao pour qu'il soit plus fluide et toujours pareil pour cet aspect exhausteur de goût. Et donc, alors ça marche un peu comme les presses à olives en fait. On presse les fèves de cacao qui sont légèrement chauffées. Voilà, et il en sort le beurre de cacao que l'on filtre ensuite avec des simples filtres à café. C'est le même principe. Et pour en revenir à ma question, à qui vous le vendez ce chocolat? Vous le vendez en direct, sous forme tablette, des choses comme ça? Est-ce que vous le vendez aux professionnels aussi? Alors maintenant, oui. Alors c'est une nouveauté, je dirais presque Covid. Ah oui, ça n'a pas que du négatif. Alors là aussi, on est un peu étonné. Évidemment, on appelait à être vendu pour des particuliers. Les épiceries fines, un peu nature, les choses qui se développent de façon locale. Alors ça, oui, ça a été un appel très fort et très rapide. Mais c'était de l'achat-revente. C'est le principe des tablettes qui sont là. Les packaging ont été faits pour être revendus. Vente direct par Internet aussi? Par Internet également. Le site est ouvert. Mais il est vrai que à partir du moment où il y a eu la crise sanitaire début 2020, il y a des personnes qui nous ont appelés, des professionnels qui nous ont appelés pour utiliser notre chocolat. Alors, chocolatiers, des personnes dans le lait pour aromatiser des yaourts, des bières pour faire des bières au chocolat, qui est une technique un peu particulière. On n'utilise pas le chocolat, mais on utilise plutôt la fève de cacao broyée pour mettre dans la fermentation. Et c'est une nouveauté. Alors, quand je vous disais tout à l'heure qu'on était surpris, eh bien, ça fait partie des surprises. Dans l'année 2019, on a fait beaucoup de salons et de petits villages. Et donc, on a été connus un peu localement au niveau du public. Et derrière, on ne s'attendait pas à avoir des professionnels, tout du moins aussi vite. Voilà. Et donc plutôt une bonne dynamique pour Camayos. Eh bien oui, voilà, il faut le reconnaître.
En tout cas, merci à tous les deux d'avoir pris le temps. Merci beaucoup, Eric. Merci Manu. C'était un plaisir et on espère de vous avoir mis l'eau à la bouche, car voilà, on est déjà à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve très bientôt sur notre antenne. Prenez soin de vous.